Bonjour à tous, merci à nouveau d'être présent pour ce nouveau rendez-vous des actus du CEP avec le groupement Évolution. Aujourd'hui, on va évoquer un secteur extrêmement porteur et effectivement pourvoyeur d'emplois, le transport et la logistique, tout un monde en mouvement. Et j'ai le plaisir effectivement d'accueillir avec nous Thomas Huyenne, directeur du département de l'action professionnelle chez AFT Transport Logistique. Bonjour Thomas. Bonjour Mohamed, bonjour à tous et toutes. Merci de m'accueillir. Je vais rappeler les petites règles concernant ce webinaire. Vos questions peuvent être posées via l'onglet questions. L'ensemble de vos micros ont été coupés et je vous propose qu'on puisse répondre à vos questions à l'issue de ce webinaire, donc, qui va se dérouler donc, sur une durée d'1 heure. Et on aura l'occasion, après la première présentation, la riche présentation qui sera faite par Thomas, de pouvoir vous présenter ensuite un témoignage d'une bénéficiaire qui s'est reconvertie dans le secteur de la logistique. Et enfin, je vous présenterai le CEP, comment celui-ci vient s'articuler pour vous accompagner vers cette vocation que doit être effectivement, ou ces vocations en tout cas, ces orientations vers le secteur du transport et de la logistique. On va pouvoir démarrer. Je vais te laisser la main, Thomas, pour présenter le Merci, transport. merci Mohamed. On a mis effectivement une petite maxime, enfin tout un monde en mouvement sur le secteur transport logistique parce que finalement sans le transport et la logistique on ne serait rien, tout simplement parce que la consommation c'est mondialisé. Nous ne sommes plus à l'âge de pierre ou à la préhistoire. Adieu la cueillette, adieu la pêche ou un peu moins en tout cas. Aujourd'hui, dès lors que l'on commande un produit, il faut savoir qu'on fait marcher le commerce mondial, que ce soit pour nos téléphones ou quand vous commandez du riz. Le riz est malheureusement pas produit en Bretagne, il vient de beaucoup plus loin dans le monde. Et finalement, le commerce mondial a connu une forte croissance sur ces 30 dernières années. C'est vrai que ce sont des sommes. Alors moi, elles me parlent pas, hein, parce que non pas voilà, que ça me soit étranger, mais c'est quand même des flux financiers qui sont importants, mais avec aussi des zones d'inter-échange qui sont importantes. En premier lieu, l'Asie, puisque l'Asie est un grand producteur de biens de consommation, tout comme l'est l'Amérique du Nord et l'Europe, et on voit bien que les trois plaques commercent entre elles. Et quand elles commercent entre elles, elles font appel à un secteur de transport logistique, que ce soit sur du transport maritime, du transport de conteneurs notamment. On a bien vu dernièrement, on va dire, une triste actualité avec un porte-conteneur qui s'était ensablé là, dans le canal de Suez et que ça allait perturber le commerce mondial. Et on se rend compte finalement comment on est interdépendant aujourd'hui de la partie transport. Et ces flux génèrent à la fois de l'activité, mais génèrent aussi un grand nombre d'emplois. La logistique, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, ça vient du grec. Logistikos qui signifie relatif au raisonnement. Mais il y a aussi une deuxième racine grecque qui est logisteuo, qui signifie tout administrer. Et donc ce sont deux notions qui sont très complémentaires et qui la représentent bien hein, quelque part, puisqu'on pourrait la résumer en 4 mots, de la réflexion, de la stratégie, de la gestion et de l'optimisation. Et c'est ce qui fait, on va dire, appel à des compétences dans la partie transport. La logistique, on l'a beaucoup utilisée en termes dans l'armée. Elle provient notamment des officiers en charge du logis, celui qui s'occupait de tout ce qui était troupes au niveau des combats. Et puis de l'armée, on a basculé un peu plus sur le secteur industriel lors de la révolution industrielle, avec des évolutions technologiques. Et puis l'industrie, on a eu besoin, notamment dans le secteur automobile, pour avoir une gestion des flux plus efficace. Et puis dans les années 80-90, on est rentré vraiment dans une phase de croissance et c'est devenu un élément central de l'entreprise. On commence aujourd'hui à assister à du décloisonnement, à des notions de transversalité et on est vraiment non plus dans une simple organisation, mais bien dans une démarche d'efficacité optimale et de maîtrise des coûts. Alors, c'est souvent lié aux transporteurs hein, quand on parle de logistique, puisqu'ils sont eux en charge de charger, livrer, stocker la marchandise. Mais ça génère des flux physiques entre différents acteurs économiques dans différents mondes de l'entreprise.
Alors du coup, le boulot, mais on le verra tout à l'heure, des logisticiens, c'est de coordonner l'ensemble de ces acteurs internes et externes, que ce soit sur les phases amont, pendant ou après la production. Ça va des matières premières aux produits semi-finis, voire aux produits finis. Et c'est tout un monde donc, qui se met en mouvement pour satisfaire le besoin des clients. La logistique doit répondre très souvent à des besoins à court terme, mais également à moyen et long terme. Et ce que je veux dire sur la logistique amont, on est dans l'organisation des appros en matières premières. On regarde en fonction des produits que l'on a à préparer, quels sont nos besoins, on va dire, en termes de matières premières pour fabriquer ce dit produit. Et puis après, on a toute la phase de production et de stockage dans l'entreprise. Et la logistique, c'est aussi la gestion de l'entreposage, le pilotage des stocks, l'analyse des qualités des composantes de production. Est-ce que voilà, ma production est efficace et ça sert à rien de produire 300 produits si je suis sûr d'en vendre que 2. Ça peut être stratégique parfois de se constituer des stocks, mais parfois ça ne l'est pas parce qu'un stock qui dort, c'est un stock qui coûte. Je vais juste imaginer quand vous remplissez votre frigo et quand vous allez faire vos courses éventuellement le week-end, quand vous remplissez votre frigo, que vous consommiez ou pas votre produit, de toute façon, vous l'aurez acheté. La matière première et la logistique, c'est exactement la même chose. Et du coup, on est plus aujourd'hui en flux tendu, et c'est-à-dire que la production, en tout cas la distribution de certains produits, elle s'opère dès lors que, on va dire, il y a un acte d'achat, souvent dans le e-commerce aujourd'hui, mais parfois ça peut déclencher, on va dire, des sorties de stock et des produits qui sont livrés ailleurs et qui donc sont acheminés sous parfois 24, 48 heures ou un peu plus de temps pour des produits qui viennent plus loin. Et donc, c'est tout un monde qui se met en mouvement et des fonctions qui sont relatives à la préparation de commandes, au pilotage du service client, de revoir parfois les schémas de distribution. C'est une des notions que l'on a en transport aujourd'hui. Quand vous livrez le centre-ville de Paris, voilà, vous avez parfois des véhicules lourds qui sont dans les voies à sens unique et qui livrent pour l'un un colis, pour l'autre un autre. Finalement, ça fait plusieurs véhicules dans la rue et c'est un des enjeux aussi de la fonction transport aujourd'hui, d'optimiser ces flux et demain de se dire que pour que nos métiers verdissent encore un peu plus, on puisse mettre des entrepôts logistiques à la périphérie des villes et que la distribution urbaine soit vraiment, on va dire, transformés avec des véhicules électriques, avec des véhicules plus verts, avec des vélos cargo, mais sans dégrader, on va dire, la satisfaction du besoin, enfin la satisfaction aux besoins du client. Donc réellement, la fonction stratégique, c'est ni plus ni moins que de la valeur ajoutée aux entreprises. C'est un super gain de compétitivité. On améliore la coordination entre les services entre eux. Et puis, je vous dis, on est très notion service client. Et c'est ce qui donne parfois un avantage concurrentiel. On ne va pas faire de pub pour les grandes plateformes que tout le monde connaît et qui nous ont sauvé la vie ou la mise lors des périodes de confinement, mais on a quand même boosté le e-commerce et notamment des grandes entreprises américaines sur le sujet. Et parfois, la logistique, ça permet à ces entreprises de se doter d'un avantage concurrentiel non négligeable, parce que quand vous commandez à midi, vous pouvez peut-être vous faire livrer à 21h le soir. J'allais dire, c'est magique. Ça révolutionne en fait le monde et finalement les hommes et les femmes qui travaillent en transport et logistique quelque part, animés par cette satisfaction client, révolutionnent finalement le quotidien et le mode de consommation. Et donc les deux secteurs que sont le marketing et la logistique, ce sont deux secteurs très proches qui se complètent. Il y a vraiment un lien entre les deux qui est primordial. Le marketing, il agit vraiment en donneur d'ordre vis-à-vis de la logistique. Il y a le produit à expédier, il y a le besoin à satisfaire et on donne un ordre à la logistique, c'est de le livrer à temps, en sécurité, dans les meilleures conditions, que le produit soit pas dégradé. Ça, c'est vraiment, on va dire, la notion de service client. Mais il y a quelque chose qui s'opère derrière, c'est combien finalement ça coûte de livrer ce produit. Et je dis, on voit parfois livraison gratuite quand on commande sur Internet. Le transport n'est jamais gratuit. Le transport n'est jamais gratuit. Le transport, il est coûteux. Le transport, là, il est compris dans le prix de vente, mais la livraison n'est pas gratuite. Mais les logisticiens s'affairent aujourd'hui à analyser, on va dire, la fonction de transport, combien ça coûte et le livrer à moindre coût. Et ça fait du coup appel à des organisations de transport qui peuvent être différentes selon si vous êtes, on va dire, sur du commerce international. Est-ce que mon produit, je dois le livrer en bateau ou en avion? Voilà, il y a peut-être des cargaisons de riz, ça sert peut-être à rien de les mettre dans un avion.
vaut mieux qu'ils soient transportés, on va dire, sur des navires. À l'inverse, on est dans période de vaccin à moins 82 degrés. Pour certains, voilà, s'il faut attendre 4 mois qu'ils arrivent, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux ces temps-ci pour nous tous. Donc voilà, la logistique, c'est vraiment ça, c'est de déterminer quel est le meilleur mode d'approvisionnement pour pouvoir satisfaire ce besoin du client. Et du coup, ce sont différents métiers qui existent, différents métiers qui sont en perpétuel renouvellement, tout simplement parce qu'on a vu aussi avec cet aspect commerce mondial des délocalisations de nombreux sites de production, les échanges internationaux, je ne reviendrai pas dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, et finalement, le transport, c'est plus uniquement conduire un véhicule et transporter la marchandise d'un point A à un point B. Ce sont des métiers qui, on va dire, sont devenus, je ne vais pas dire complexes, mais qui sont devenus de plus en plus passionnants, de plus en plus qualifiés. On a des formations dans le transport qui vont du bac-2 jusqu'au bac+6. Et si je prends différents métiers comme conducteur routier, ça peut être un métier tout à fait passionnant et tout aussi passionnant que si on était directeur supply chain dont on va parler tout à l'heure. Alors, je vous ai mis une petite diapositive juste derrière qui reprend différents métiers, de l'affréteur à l'agent logisticien. Ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est qu'il y a des métiers qui s'opèrent en entrepôt et il y a des métiers qui s'opèrent sur la route. Mais il y a quand même un trait commun sur l'ensemble de ces métiers, c'est vraiment la notion de service client. C'est vraiment la notion d'échange et c'est vraiment le côté relationnel. Ainsi, un affréteur, par exemple, va être en charge, lui, d'optimiser, on va dire, la chaîne de transport et de trouver le meilleur moyen de transport pour livrer les produits du client. Donc, son métier, en fait, c'est d'interagir et échanger avec ses différents confrères. L'agent logisticien, lui, c'est encore différent. Il est dans un entrepôt, il est plutôt au contact de produits, on va dire, d'une équipe. Mais à chaque métier, on va dire, ses avantages et parfois ses contraintes, mais je préfère me focaliser sur les avantages. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans le transport, sur les 750 000 salariés que compose la branche en France pour la partie transport pur, on pourrait quasiment le multiplier par 2 quand vous y mettez tous les logisticiens qui sont dans les entreprises de commerce et de distribution. Donc, ça ferait 1 500 000 personnes qui transportent et logistique. J'allais dire qu'on a, dans notre profession, cette chance de pouvoir offrir, on va dire, des débouchés aussi bien aux jeunes et aux moins jeunes, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. On est féminisé, mais pas assez. Aujourd'hui, la branche transport est féminisée à hauteur de 20%. On progresse, mais c'est pas encore ça. On a un gros travail aussi à faire au niveau de la connaissance des métiers pour les publics et aussi pour les prescripteurs emploi. Mais on a cette chance, je disais, en transport et en logistique, de pouvoir offrir des solutions de carrière et des emplois pérennes à des gens qui ont un gros bagage scolaire ou des gens qui n'ont pas de bagage scolaire du tout. C'est pas une tare de ne pas avoir de bagage scolaire du tout parce que parfois on se construit tout au long de sa vie. Et il y a des formidables opportunités. Et quand vous rentrez dans le transport sur un métier, finalement, vous n'exercez pas, vous pouvez l'exercer toute votre vie si vous le souhaitez, mais vous avez aussi la possibilité de passerelle de par vos compétences qui sont transversales. Et du coup, ce transfert de compétences permet une évolution tout au long de la vie. On a essayé avec Mohamed, quand on a préparé cette séance, d'avoir un petit focus sur 5 métiers donnés, notamment le métier de conducteur-livreur. Alors, qu'il soit sur VUL, VUL, ça veut dire véhicule utilitaire léger. Ce sont les petits fourgons ou les petites voitures, et de plus en plus souvent électriques, qui livrent notamment au centre-ville, ou alors sur poids lourd. Aujourd'hui, le conducteur, voilà, il n'est pas seul dans son véhicule, ou la conductrice n'est pas seule dans son véhicule, elle n'est pas isolée du monde. Elle est finalement tout le temps en contact, que ce soit au niveau des clients. Quand vous livrez des produits à une entreprise, vous êtes obligé de descendre de votre véhicule, d'avoir un contact avec les agents logistiques sur l'entreprise, ou parfois vous faites aussi peut-être livrer chez vous, vous avez un contact avec le client. Et c'est vrai que la conduite, finalement, c'est un des aspects du métier, mais ce n'est pas forcément le seul. Alors l'activité, elle peut se faire en transport à courte distance, en régional, voire en longue distance. Alors parfois on nous dit, oui, mais si je vais dans le transport, je n'aurai pas de vie de famille. C'est complètement faux parce qu'en fait aujourd'hui, il y a peut-être 50 ans de ça, vous preniez un véhicule, vous partiez toute la semaine et puis vous repreniez du fret tout au long de la semaine et finalement, vous ne saviez pas quand est-ce que vous alliez rentrer. Aujourd'hui,
Pour rester dans cet aspect optimisation, les transporteurs se sont réorganisés et ont mis en fait des réseaux en étoile. Et ces réseaux en étoile, je vais juste imager mes propos, c'est un peu des groupements. Et un transporteur qui a de la marchandise à envoyer à Marseille, il va se mettre en contact avec quelqu'un qui a de la marchandise à envoyer de Marseille, lui, à Lille. Et puis finalement, il y a un autre transporteur entre les deux qui se trouve à Dijon. Et puis la marchandise va transiter jusqu'à Dijon. Chacun va décharger sa marchandise. Ça va remonter dans d'autres camions et vous allez repartir avec votre véhicule et notre marchandise. Et finalement, le transport, ça permet d'utiliser on va dire, à la fois différents véhicules, mais du coup de préserver cette vie familiale et sociale. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, 80% des transports se font dans un rayon de 200 km. Ça veut dire qu'on rentre à la maison, je vais te dire, quasiment tous les jours. On peut découcher 1 à 2 fois par semaine quand on fait du national, mais c'est souvent dans 80% des emplois être à la maison tous les jours. Pas forcément à heure fixe, mais pas plus que le boulanger, que l'infirmière ou comme moi peut-être ce soir. Mais en tout cas, ça permet véritablement de préserver sa vie familiale et sociale. Et finalement, le transport, vous l'avez à la fois sur les transporteurs qui transportent la marchandise d'un client pour un autre client, mais vous avez aussi le transport dans des sociétés industrielles qui ont leur propre flotte de véhicules et qui livrent eux-mêmes leurs propres produits sur les propres clients. Si je suis dans le commerce et la distribution, je pense aux matériaux de construction. Si vous êtes chez Point P, si je vais ne citer que, Point P qui fait les matériaux de construction, parfois ils approvisionnent les chantiers directement en matériaux. Et le conducteur ou la conductrice va livrer les différents chantiers. Elle va revenir en milieu d'après-midi. Elle va recharger son camion pour le lendemain matin. Et j'allais dire, je vais caricaturer, mais pas beaucoup. Parfois, à 17 h, la journée, elle est pliée et chacun rentre chez soi. Donc, c'est pas incompatible avec des vies de famille. En termes de qualité, il faut aimer le contact. Tout simplement quand on est conducteur routier. Faut être bien évidemment disponible. Faut être assez autonome parce que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille et sur la route, vous pouvez avoir des aléas de circulation. Mais vous êtes aussi en contact avec l'entreprise et notamment les exploitants de transport qui vous donnent quelques petites informations sur la nature de la marchandise que vous allez livrer. Elle appelle peut-être à les moyens de manutention particuliers et va vous dire quand vous allez arriver à tel endroit, il faudra plutôt se garer ici ou là, qu'il faut se contacter, on va dire, une telle personne dans l'entreprise et qui vous prendra en charge votre marchandise. Donc, vous avez toujours quelqu'un qui est derrière vous. C'est vrai qu'avant, le transport, c'était l'aventure. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins. On est plus sur des nouvelles technologies, on est plus sur des notions de service client, mais c'est vraiment avant tout un métier de contact. C'est pas uniquement de tourner un volant. Et donc, les moyens se sont automatisés. Aujourd'hui, conduire un véhicule lourd, c'est pas plus dur qu'une voiture. J'allais même dire que parfois la technologie qui existe sur les véhicules lourds, elle est souvent en avance de ce qu'il y a dans les voitures. Par exemple, aujourd'hui, vous avez dans certains véhicules lourds des rétroviseurs qui n'existent plus en tant que tels, ils sont plus à l'extérieur de la cabine, ils sont à l'intérieur sur des petits écrans ordinateurs de type tablette tactile, tout simplement parce que vous avez des caméras qui sont sur les côtés des véhicules et qui vont vous filmer, on va dire, ce qui se passe derrière vous. Et toutes ces nouvelles technologies, elles sont parfois expérimentées dans le secteur transport avant d'arriver, on va dire, sur le grand public. Donc, métier de contact, comme un deuxième métier qui est le métier de conducteur routier en voyageur, conducteur ou conductrice à chaque fois, bien évidemment. Et puis le métier de conducteur routier, on me dit parfois « Ah, moi, je veux aller dans le transport parce que je veux voir du pays. » Oula, oula, oula. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreux à partir au fin fond de l'Espagne au volant, enfin en tout cas dans un autocar. Ça nous arrive parfois de prendre des bus qui font de l'interrégional, mais pour pas se descendre dans le fin fond de l'Espagne ou dans d'autres pays encore plus reculés, on ne prend pas finalement l'autocar. Et donc l'autocar, certes, il y a une partie tourisme qui a été mise à mal pendant la pandémie, mais finalement, on va plutôt tourner sur deux grands métiers que sont d'un côté le transport urbain, que vous connaissez si vous habitez dans une métropole et donc qui a des bus. Et là, finalement, vous ne voyez pas grand-chose du pays parce que vous allez avoir votre circuit avec vos arrêts de bus et c'est pas non plus vraiment on va dire, quelque part une conduite prépondérante. Elle est importante, il y a des notions de sécurité, mais finalement, toutes les minutes, vous arrêtez à l'arrêt de bus suivant. Mais par contre, vous avez d'autres tâches qui sont à faire. Vérifier éventuellement des titres de transport, vendre des titres de transport, du coup, avoir un contact avec les gens. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre en voyageur, c'est que c'est avant tout un métier de contact. Que vous soyez en urbain ou que vous soyez en interurbain. Interurbain, c'est quand vous habitez à la campagne, du transport scolaire.
Et le transport scolaire, ben, c'est un contact aussi avec les petits gamins qui vont prendre le car pour aller à l'école. Et du coup, c'est un métier responsable. Parce que quand les parents vont au boulot, voilà, ils laissent le petit dans l'arrêt de bus au bord de la route, il vaut mieux se lever le matin et que le car passe. Parce que derrière, si vous oubliez le gamin ou si vous, voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Et pour les parents qui risquent d'appeler le transporteur. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment un métier responsable de service, de contact. Et puis, quand vous faites du transport scolaire, vous avez parfois ce qu'on appelle du périscolaire. Périscolaire, c'est faire un tour piscine, un tour stade de foot pour les gamins, les emmener à la patinoire. Et ça complète en fait votre emploi du temps et de la fin de journée. Mais ça peut être aussi parfois du boulot de type emmener un groupe sportif, l'équipe de rugby par exemple, que vous devez déplacer au hasard de La Rochelle au Stade Français. Voilà, vous avez parfois du service, on va dire, de week-end. Et ça, c'est plutôt sur la base du volontariat, parce que les entreprises cherchent des volontaires en disant tiens Jacqueline, tiens Sandrine ou tiens Eric, est-ce que ça t'intéresserait ce week-end? J'ai un transport à faire. Oui, non. Alors, il y a des notions de législation sociale qui existent, parce qu'on ne roule pas non plus 20 heures dans la journée. Mais en tout cas, c'est un métier qui est vraiment passionnant. Et puis, il y a d'autres secteurs un peu plus réguliers, notamment, on les appelle les lignes régulières. C'est un peu comme le train, si vous voulez, où vous avez la SNCF qui fait partir d'un train de Bordeaux à Paris et il va s'arrêter à Angoulême, il va peut-être s'arrêter à Orléans, voilà. L'écart, c'est exactement la même chose. C'est, voilà, vous allez partir, par exemple, je sais pas, de Paris, et puis vous allez vous arrêter à Vincennes en ligne régulière, puis vous allez vous arrêter à Saint-Maur-des-Fossés, puis vous allez vous arrêter à Boissy-Saint-Léger, etc. C'est ce qu'on appelle la ligne régulière. Vous savez que dans telle bourgade, le car, il doit passer à 17h12. Et 17h12, c'est pas non plus 17h53 ou 15h19. Voilà, il faut respecter les horaires. Du coup, c'est vraiment un métier qui est sympathique, de contact. Il faut avoir une bonne présentation, une bonne hygiène de vie, parce qu'il est hors de question d'avoir de l'alcool au volant vu la responsabilité que l'on a sur la route. C'est valable aussi bien pour les marchandises que pour la voyageur, mais pour nous aussi sur les véhicules légers. Le sens du contact, de l'accueil, et puis de la responsabilité, parce que c'est important, on va dire, d'avoir une notion de service client, et puis la souci de la sécurité de ses clients, bien évidemment. Et pour encadrer ces équipes de conducteurs ou de conductrices, que ce soit en marchandises ou en voyageurs, on a des techniciens d'exploitation. Et les techniciens d'exploitation, finalement, ce sont un peu les chefs d'orchestre dans des entreprises de transport. Ils ont pour principale mission d'assurer une prestation de service plutôt optimale, c'est-à-dire j'ai un besoin client, je vais regarder comment je peux le satisfaire et je vais essayer de voir comment je peux l'optimiser. Et du coup, un exploitant ou une exploitante, sur un périmètre géographique qui est défini, qui est départemental, qui est régional, qui peut être national, parfois à l'international, il joue ce rôle transverse d'interlocuteur entre l'agence de transport qu'il représente et puis à la fois ses équipes de conducteurs et de conductrices, mais aussi ses clients. Et du coup, il a à rédiger des offres et des devis de prestations. Voilà, bonjour, j'ai 4 palettes à enlever, mes palettes font 600 kilos, je dois les envoyer à Brest, combien vous me faites le prix? Et du coup, vous avez à regarder, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher cette marchandise ou pas? Oui, parce qu'il vous manque 4 palettes à mettre dans un véhicule qui part pour Brest. Oui, parce que j'ai envie de développer ma ligne et à ce moment-là, c'est peut-être pas rentable tout de suite, mais je vais prendre ce fret et puis je vais gagner ce client. Ou alors parfois, oui mais non, j'ai pas de véhicule disponible, mais j'ai un confrère qui peut peut-être vous le faire, etc. Voilà. Et donc il y a cette notion à la fois de commerce, de service, et puis l'exploitant il va coordonner en fait toute la fonction transport. En gros, son métier c'est organiser, optimiser le transport de la marchandise ou de voyageurs parfois, dans un souci toujours de réduction du temps, parce qu'aujourd'hui, le consommateur que vous êtes et que je suis est de plus en plus impatient. Parfois, on n'a même pas cliqué sur le bouton sur l'ordinateur qu'on aimerait déjà qu'on sonne à la porte pour nous livrer notre colis. Pourtant, c'est plein d'hommes et de femmes qui doivent travailler de l'autre côté. Mais en tout cas, l'exploitant, lui, voilà, il va essayer de réduire les temps au maximum, essayer de contrôler les coûts au mieux, planifier, organiser les tournées des conducteurs et conductrices via de l'informatique embarquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informatique embarquée, il y a des terminaux embarqués dans les véhicules. Il va parfois gérer aussi le lien entre les entrepôts de stockage et les points de livraison. Mais en tout cas, il va essayer de faire quelque chose, c'est que les camions soient le plus plein possible, de façon à optimiser ces transports et qu'il y en ait aussi le moins possible sur les routes. Hors
hors de question de faire rouler des camions à vide ou en tout cas à demi remplis. Parce que c'est pas sympa pour la planète, même si nos véhicules sont de plus en plus verts et polluent de moins en moins et bien moins que nos véhicules, on va dire, légers, mais tout simplement parce que voilà, il y a des notions aussi de rentabilité qui s'opèrent derrière. Et donc, ce chef d'orchestre qui est le technicien d'exploitation, ben voilà, il a cette notion de contact, de commerce, de gestion, de management, d'encadrement des équipes, métier super sympathique pour lequel il faut être à la fois autonome, à la fois rigoureux ou rigoureuse. Il faut être réactif. C'est un métier qui est super vivant. Il faut être capable de prendre des initiatives, d'anticiper, d'adaptation, puis un esprit d'équipe, hein, parce que c'est tout simplement une équipe, parce que vous travaillez à la fois avec les autres services de l'entreprise, mais aussi avec vos équipes de conducteurs et de conductrices. Et du coup, il faut savoir, bien évidemment, communiquer. Ça, c'est pour la partie transport. Et si je fais un parallèle entre la partie transport et la partie logistique, eh ben, on a un autre métier qui existe, c'est le responsable d'entrepôt logistique. Un exploitant, on l'a vu tout à l'heure, il va gérer des équipes de conducteurs. Un responsable d'entrepôt, lui, il va gérer des équipes d'agents logistiques, de préparateurs de commandes, de caristes. Les caristes, ce sont les conducteurs ou les conductrices de chariots élévateurs, de gestionnaires de stock, etc. Et le métier de responsable logistique, c'est un métier qui est super important. Est-ce qu'aujourd'hui, ça sert à quelque chose? Je vais imaginer que je me retrouve avec un entrepôt de 20 000 m² qui est plein de sapins de Noël en plastique. Bon, je ne vais pas les vendre tout de suite, on est plutôt à la saison de la plancha, des barbecues et de la plage. Donc peut-être que ça ne sert à rien de commander du stock en nombre que je sais que je ne vais pas vendre pendant 6 mois. Et ben, le responsable logistique, son boulot, c'est ça. Il est responsable, j'allais dire, d'une business unit ou d'une zone. Il gère sur le plan opérationnel à la fois humain, il y a quelques enjeux commerciaux et financiers, et il gère, on va dire, toutes ces équipes de façon à assurer à la fois la rentabilité du site et à piloter, on va dire, la partie opérationnelle. Il est souvent rattaché soit à un directeur d'entreprise. Quand vous fabriquez un produit, vous pouvez avoir votre responsable logistique et votre dépôt derrière, ou alors il est rattaché à ce qu'on appelle des directeurs supply chain, on le verra tout à l'heure, et il est en charge de toutes les opérations logistiques. En gros, il organise à la fois les activités de réception et d'expédition, le contrôle de planning d'arrivée et des départs des camions. Il va vérifier que les camions sont correctement chargés, que les produits ne sont pas endommagés, etc. Et puis, il va avoir toutes ces notions de préparation de commande et de pilotage de l'entrepôt. Voilà, je sais que j'ai 12 camions qui vont me livrer demain matin. J'ai besoin d'une personne ou est-ce que j'en ai besoin de 10 pour gérer toute cette marchandise? Eh ben, c'est le boulot du responsable logistique de dimensionner aussi l'activité de ces équipes et de s'assurer que les niveaux de stock et des réapprovisionnements soient bons. Parce qu'il n'y a rien de plus agréable pour nous quand on va acheter quelque chose, on nous dit ben, je l'ai pas en stock, par contre je l'aurai dans 2 jours. Bon, bah, ça me va, je reviendrai dans 2 jours. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Bah, là, on a de forts risques d'aller chez le voisin acheter un autre produit qui va peut-être moins nous convenir. Mais du coup, le boulot du logisticien, c'est ça, c'est de s'assurer aussi de son niveau de stock, de contrôler ses réapprovisionnements et puis de s'assurer qu'il a toutes les ressources physiques et matérielles pour répondre aux besoins et aux fluctuations des sites d'activité. Vous savez que dans la grande distribution, on va vous annoncer qu'il fait super beau le week-end prochain. Finalement, vous allez peut-être faire une plancha, vous allez acheter des glaces, vous allez acheter des boissons. Ça, c'est la météo qui le dicte. Et dans la grande distribution, le logisticien, il va s'assurer que, en fonction d'un phénomène qui s'appelle la météo, la marchandise qui sera vendue soit suffisante dans les magasins pour satisfaire le besoin du client. Et le logisticien, le responsable d'entrepôt, c'est finalement un meneur d'hommes, un chef d'orchestre qui va être proactif, rigoureux et qui va quelque part anticiper les besoins et qui va être en mesure d'y répondre. Et quand on est dans un entrepôt, on ne construit pas un entrepôt n'importe où. On ne le dimensionne pas non plus n'importe comment. Il y a là aussi des hommes et des femmes qui sont notamment sur une autre fonction qui est un peu plus stratégique. C'est le responsable, le directeur de la supply chain qui accompagne finalement les entreprises dans l'organisation interne. Voilà, je fabrique tel type de produit, je ne sais pas comment je vais les expédier.
à ce moment-là, ils vont réfléchir à la fois sur la conception de l'entrepôt, ils vont prendre le besoin du client et ils vont regarder qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer comme performance pour optimiser les processus de gestion des flux logistiques. Et finalement, il est en charge, le responsable ou le directeur supply chain, de quelque part réaliser un état des lieux d'une situation, d'identifier comment est-ce qu'il peut satisfaire, on va dire, le besoin du client. Et une fois qu'il a posé son diagnostic, il va s'occuper de rédiger les cahiers des charges. Il va répertorier le contexte, les objectifs du client, le périmètre de l'action. Il va regarder comment est-ce qu'il peut répondre à ce besoin. Et puis là, il va vous dire, je vais construire un entrepôt de 10 000 m². Je vais plutôt le positionner à tel endroit parce que c'est un carrefour entre les autoroutes Intel. Parce que, voilà, si vous faites du commerce entre Lille et Brest, ça sert à rien d'aller mettre votre entrepôt à Marseille, hein. Construisez-le plutôt à Rouen parce que vous êtes entre les deux. C'est ça, en fait, le métier de directeur supply chain, c'est de regarder comment est-ce que je peux répondre aux besoins des clients et puis finalement encadrer là aussi des équipes transverses de collaborateurs qui sont tous issus de fonctions de différents métiers et qui vont ensuite réfléchir ensemble sous forme d'équipe projet pour voir comment est-ce qu'on peut, au travers de cette construction de plateforme, répondre à ce besoin de clients. Et le responsable supply chain, quelque part, c'est un véritable à la fois meneur d'hommes. Il a des notions, on va dire, techniques et financières qui sont très appliquées. Il est en capacité de vous dire, en fonction du produit que vous allez stocker, tel type de matériel, vous allez devoir, dans tel type de matériel, vous allez devoir investir. Il va vous calculer la largeur des allées. On est vraiment sur la conception d'entrepôt. Il aura des notions de sécurité. Il aura des notions de développement durable, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi, on va dire, dans l'entrepôt, une volonté à ce que l'on soit, on va dire, quasiment positif, on va dire, en énergie, en tout cas qu'on consomme le moins possible d'énergie. Et puis, il y a ces notions, on va dire, de sécurité. Et après, il va aller même jusqu'à se dire, voilà, j'ai construit mon entrepôt, mais finalement, est-ce que je dois avoir mes propres chauffeurs ou mes propres conducteurs ou conductrices pour acheminer mes véhicules avec mes propres camions, ou est-ce que je sous-traite ma partie transport? Est-ce que c'est un peu plus coûteux? Mais finalement, est-ce que je gagne en agilité? Et donc, le responsable et le directeur de supply chain, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est un peu la tête pensante, on va dire, de nos métiers, et c'est lui qui fait tout pour que, dès le départ, quand on pense transport, quand on pense logistique, ils prennent en compte vraiment le besoin du client, on va dire, de A à Z, et qu'il apporte la qualité de service qui est la meilleure. In fine, si je devais un résumé sur ces cinq métiers, on se rend compte que ce sont des métiers, ce qu'il faut retenir, de contact, de service, des métiers qui sont passionnants. Pour tout vous dire, moi j'ai fait des études dans le transport et la logistique dès mon plus jeune âge. J'ai jamais eu envie d'en sortir. Et j'ai eu des expériences qui étaient diverses, mais j'ai jamais eu envie d'en sortir. Et j'ai démarré tout petit dans l'échelle. J'ai trié des colis de poulet dans les entrepôts frigorifiques en Alsace. Et puis après, j'ai eu des différentes expériences de responsable d'agence, etc. Mais tout simplement parce que j'avais envie. Et c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que dès lors que vous avez envie dans le transport et la logistique, il y a des solutions pour vous. Pour aller plus loin sur ces informations, il y a des sites qui existent, notamment le site www.choisis-tonavenir.com sur lequel vous allez retrouver différentes informations dont je vous ai parlé à l'instant, mais aussi des choses qui sont des vidéos métiers. Et puis, qui dit métier dit formation pour y arriver. On a cette chance en transport logistique, on n'a pas eu une inflation des diplômes comme il existe dans d'autres secteurs d'activité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un bac.2 et la motivation, vous pouvez évoluer. Avec un bac, vous pouvez évoluer. Et on a beaucoup de titres professionnels qui existent. Ce sont comme des CAP, comme des BEP, comme des bacs. Mais à la différence, il n'y a pas de français, il n'y a pas de maths, il y a des histoires géo. C'est que du professionnel. Et sur le site choisis-ton-avenir.com, vous allez retrouver à la fois les fiches métiers, des différentes vidéos, les descriptifs de formation et aussi, surtout, les lieux de formation. Vous avez un autre site qui s'appelle www.aft-dev.com qui vous permet aussi de prendre connaissance de l'actualité du secteur et puis éventuellement de connaître les webinaires ou les événements présentiels qui peuvent se dérouler dans les différentes régions de France, puisqu'on est constitué d'un réseau de proximité. Et puis, vous avez aussi sur les réseaux sociaux, je ne dis pas que c'est à la mode, mais il y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, pas mal d'informations, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, où l'AFT Transport Logistique distille quelques informations. Non pas pour faire rêver les gens, parce que ce n'est pas le concept de la maison, mais de leur filer la bonne information et qu'ils se disent juste
tiens, pourquoi pas moi? Ça a l'air finalement assez sympa et je le voyais pas comme ça et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Voilà pour une présentation rapide. J'ai essayé de faire rapide, j'en suis désolé, je m'en excuse auprès des participants parce que je suis quelqu'un de passionné, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment de quoi faire chez nous. Non, non, c'était effectivement très bien. Merci beaucoup, Thomas. Et c'est vrai que euh, finalement, on se rend compte que pour le coup, le transport et la logistique, c'est vraiment un monde en mouvement, effectivement, qui bouge beaucoup. Il y a plusieurs questions que j'ai poussées, que j'ai reçues, soit par SMS, soit dans le cadre effectivement de mon passage en agence, que j'ai mis dans le chat. Mais il y a au moins deux qui reviennent. C'est vrai qu'on entend souvent ou en tout cas, ce sont certainement des légendes aujourd'hui. C'est peut-être le cas il y a 50 ans, c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais on dit que c'est effectivement, tu parlais du fait que c'était ouvert à tous. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas au moins un minimum requis à avoir en termes de conditions physiques sur le port de charge, par exemple? C'est vraiment ouvert Euh, à. Ouais, c'est vraiment ouvert à tout. C'est vrai qu'avant, on a l'image du conducteur routier. J'aime pas caricaturer le métier que j'aime et qui me nourrit au quotidien, mais l'image du conducteur routier en Marseille avec des gros bras dans son véhicule et qui décharge des sacs de farine de 50 kilos sur son dos, ah, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, il y a des petits bouts de femmes de 50 kilos qui font ce métier. Bah, tout simplement pourquoi? Parce que la technicité a évolué. Vous avez des transpalettes électriques, vous avez des haillons élévateurs. Vous avez des protocoles de sécurité dans les entreprises qui fait que parfois vous ne déchargez pas non plus vous directement votre marchandise parce qu'il y a une notion de responsabilité de la marchandise. Vous l'avez pendant qu'elle est dans votre véhicule et finalement dès lors qu'elle va être déchargée, c'est plus vous qui devez vous en occuper, c'est le logisticien on va dire, qui la charge ou qui la décharge, qui a cette responsabilité. Donc vous ne manutentionnez pas tout le temps. Vous avez, si vous êtes sur des activités de préparation de commandes, et je pense sur les entrepôts du côté d'Orléans, j'en vois de plus en plus, de la technicité avec des exosquelettes. Alors, exosquelettes, on se dit, mais on se retrouve dans un métier style Ironman. Bah oui, quelque part, parce que vous avez des aides à la manutention. C'est en gros comme un gilet que vous avez, et vous êtes, on va dire, presque des bras articulés, et vous avez des exosquelettes qui fait que vous pouvez prendre quasiment un colis de 100 kilos comme ça. Et vous, finalement, vous le sentez pas parce que c'est tout, on va dire, toute la panoplie qui le fait. Et donc, c'est à la fois valable pour les métiers de la logistique. Ils ont évolué en technicité et du coup, il y a la possibilité pour chacun on va dire, d'assurer que tout le monde puisse faire ce métier. Et surtout, j'insiste bien là-dessus, Mohamed, une volonté de la branche, ce n'est pas de dégrader aussi l'activité des salariés. C'est-à-dire, on ne prend pas des gens pour dire ils vont faire pendant 5 ans ce métier, on les use, et puis ensuite ils vont faire autre chose. Non. Aujourd'hui, la qualité du lieu de travail, c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? On s'est rendu compte dans le transport, mais comme dans d'autres secteurs d'activité, ça coûte cher quelque part de lancer un recrutement en masse, en termes d'annonces, en termes de temps pour recevoir les candidats. Et aujourd'hui, ce qu'essayent de faire les entreprises, c'est que les nouveaux candidats qui viennent dans ces métiers, on les conserve le plus longtemps possible, soit par de l'évolution professionnelle, soit en préservant la qualité de vie au travail et surtout leur santé. Et du coup, transpalette électrique, en réponse à votre question, des exosquelettes, des moyens de manutention automatisés, parfois sur les tâches répétitives, des robots qui existent aussi dans les entrepôts, notamment dans le e-commerce. Et du coup, pour essayer de garder les gens vraiment sur ce qui a de la valeur ajoutée et de les intéresser et qu'ils soient motivés par leur métier. Donc, très peu, on va dire, voilà, très peu de risques chez nous. En tout cas, la santé s'améliore grandement. On ne décharge plus des sacs de 50 kg de farine à la main comme on le faisait il y a 50 ans. Et ce n'est pas le salaire de la peur. Voilà. Et il y avait une autre question, mais tu auras l'occasion de regarder celles qui sont sur le chat on espère pouvoir y revenir après. Mais justement, qu'est-ce qui est fait dans le secteur, dans ce monde effectivement en mouvement, dans le secteur du transport et de la logistique, qu'est-ce qui est fait pour accompagner ces évolutions de métier? Est-ce qu'il y a, Alors, alors ça dépend du plan de développement des compétences, mais est-ce qu'il y a des aides ou est-ce qu'on est pleinement conscient et on accompagne ses collaborateurs justement pour pas les user? ouais, il y a un gros, il y a alors déjà, il y a deux choses, hein. Il y a de la formation obligatoire pour certains métiers. Quand vous êtes conducteur routier ou conductrice, ben, vous avez une formation initiale, mais tous les 5 ans, il faut la faire recycler et par ce qu'on appelle une FCO. Et là, vous avez toutes ces notions, on va dire, de recyclage. Et on va revenir sur tout ce qui est sécurité, on va revenir sur tout ce qui est législation, etc. Mais il y a aussi la possibilité dans le transport, comme on est sur des actions qui se font sur des titres professionnels, donc des diplômes via le ministère de l'Emploi, vous avez la possibilité, on va dire, d'évoluer
d'évoluer, et notamment par la VAE, la validation des acquis de l'expérience, de pouvoir faire valider, on va dire, votre expérience, vos compétences, et d'évoluer tout au fil de l'eau. C'est pas rare de voir aujourd'hui dans nos entreprises des gens qui ont démarré préparateurs de commandes et puis qui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais à la volonté, parce qu'ils étaient passionnés, ils étaient tout aussi passionnants, ben, ils sont maintenant aujourd'hui directeurs logistiques. Mais ils ont démarré en triant des colis. Et de même qu'un conducteur routier peut parfois monter sur des métiers d'exploitation, voire de direction, voire monter sa propre entreprise de transport. On a des très belles réussites, j'allais dire. Finalement, c'est les uns et les autres qui font le nécessaire pour évoluer. C'est même pas l'entreprise, mais dès lors qu'on a quelqu'un de motivé, ben, on s'en préoccupe. Et je vais te dire pourquoi on s'en préoccupe. Parce que nous, on a une population vieillissante. On a un tiers de nos effectifs dans la branche qui ont plus de 50 ans. Un tiers de 750 000 salariés, ça fait donc 250 000 personnes qui ont plus de 50 ans. Et si on ne s'intéresse pas aujourd'hui à la santé des gens, si on ne fait pas attention à leur évolution, ben on aura toujours des problèmes de recrutement. Et si on a déjà 250 000 personnes à remplacer du fait des départs à la retraite dans les 12-14 prochaines années, plus le fait que la branche a un taux de croissance de 2% par an, on n'arriverait jamais, on va dire, à s'en sortir. Donc, du coup, c'est pour ça que la branche est de manière très collective, attachée, on va dire, à ces notions, on va dire, humaines et de prendre soin de ses équipes. Super. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour Merci, tous ces Mohamed. éléments. Et justement, l'AFT et le groupement évolution partenaire, en tout cas, le conseil en évolution professionnelle va pouvoir, j'allais dire, vous permettre également de vous accompagner pour aller sur ces métiers. Et donc, pour ce faire, je vais vous présenter rapidement, effectivement, un rappel, en tout cas, de ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Alors, c'est d'abord une ambition nationale, hein, c'est vraiment encourager chacun à être pleinement acteur de sa vie professionnelle et lui fournir des services et des outils nouveaux et rénovés pour y parvenir. Il est même important de rappeler que chacun doit pouvoir prendre en main son avenir professionnel pour en devenir, on parle beaucoup d'acteurs de sa vie professionnelle, presque même réalisateur et acteur de sa vie professionnelle. Ensuite, le cadre légal, le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui pour tous les actifs, occupés ou pas, pour faire le point justement sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle, notamment dans les secteurs du transport et de la logistique. Les principes, c'est un service gratuit, accessible à tous, confidentiel, impartial et neutre, ce qui veut dire qu'on va vous donner l'ensemble de la palette pour faire les bons choix, on vous accompagne, on vous appuie dans vos démarches, mais par impartialité et neutralité, on ne choisira pas un organisme plus qu'un autre, mais on vous présentera celui-ci parmi ceux, en tout cas, vous permettant d'évoluer vers ces métiers, entre autres, encore une fois, du transport et de la logistique. Le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un dispositif d'accompagnement gratuit, personnalisé, proposé à toute personne qui souhaite faire le point sur sa situation professionnelle. L'objectif revisité, c'est vraiment faire du CEP, finalement, le service clé de l'accompagnement sur les transitions professionnelles de tous les actifs occupés partout en France. France Compétences a par ailleurs sélectionné effectivement différents opérateurs. C'est d'ailleurs France Compétences qui a sélectionné le groupement évolution comme étant opérateur du CEP. Dans le cadre de la loi, notamment sur la liberté de choisir son avenir professionnel, il précise que le CEP est un levier essentiel au service de la sécurisation des parcours des actifs et de leur capacité à choisir justement leur avenir professionnel. Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est d'abord une ambition nationale. C'est vraiment, encore une fois, encourager chacun à être pleinement acteur de sa vie professionnelle, lui fournir des services et des outils nouveaux et rénovés pour y parvenir. Le CEP, c'est des principes clairs, on le rappelle encore, hein, parce que c'est effectivement important, la gratuité, accessible à tous, confidentialité, impartialité et neutralité. Et puis, c'est également le conseil en évolution professionnelle, différents publics. Pour ce qui nous concerne, nous, groupement évolution, ce sont les actifs en emploi dans le secteur privé, quel que soit le statut ou le temps de travail d'ailleurs, notamment les apprentis en cours d'emploi, les actifs occupés qui ne seraient pas déjà accompagnés par un autre opérateur, puisque le groupement évolution est l'opérateur qui a été sélectionné sur 6 régions, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Île-de-France et Centre-Val de Loire. Mais d'autres opérateurs régionaux ont été sélectionnés. C'est le cas de Réseau EVA sur les autres régions françaises, Antea RH pour la Corse, par exemple, hein, si je voulais prendre que la France métropolitaine. Mais il y a d'autres opérateurs
déjà présent sur le CEP depuis quelques années. C'est Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, c'est l'APEC pour les cadres, la mission locale pour les jeunes et puis le réseau KEOPS, Cap Emploi, pour les personnes en situation de handicap. La cible maintenant, le public concerné, c'est aussi finalement l'ensemble des actifs occupés qui souhaitent conserver leur opérateur régional, hein, celui, même s'il venait à changer de statut. Je m'explique, vous êtes en poste aujourd'hui et vous êtes suivi par le groupement Évolution. Si en cours de parcours, vous perdez votre emploi pour X raisons, malgré tout, vous pouvez continuer à être suivi par votre opérateur régional, donc le groupement Évolution, dans le cadre de la prolongation, en tout cas, la suite, l'articulation, en tout cas, pour la mise en place de votre parcours de reconversion. Les principes de délivrance. Le CEP, c'est un service personnalisé, co-construit avec le bénéficiaire. On l'a mis en gras, on aurait presque pu le souligner. Il est important, on n'est pas magicien, on n'est pas là pour choisir pour vous, mais plutôt, encore une fois, vous guider, vous accompagner sur ces choix, les choix que vous allez pouvoir faire. Et ensuite, c'est également en coopération avec l'ensemble des partenaires locaux de l'emploi et de la formation pour justement vous donner un éclairage plus concret. Nos conseillers vont vraiment vous apporter les bonnes réponses. Ils connaissent très bien les différentes actions possibles en fonction de vos besoins. Une fois que justement ces besoins auront pu en tout cas être identifiés, votre conseiller va vous accompagner sur la réflexion, la mise en place justement des différentes actions pour parvenir au but final, effectivement, qui est le projet initialement déterminé ou votre souhait. Notre offre de service maintenant pour le groupement Évolution, le service commence d'abord par un aiguillage, puis un accompagnement. L'aiguillage est une étape malgré tout importante. Alors, on a essayé de schématiser ici le temps moyen. Alors, on parle pas bien, pardon, de temps moyen. Donc, l'aiguillage, qui est en qualité d'opérateur régional du conseil en évolution professionnelle, on fait évidemment partie du service public régional de l'orientation et de l'orientation tout au long de la vie. Et on a ce rôle finalement d'accueillir tout le monde, d'informer sur le CEP, mais également sur ce qui se fait au niveau de la région, et ensuite de vous aiguiller auprès du bon opérateur ou de vous donner un rendez-vous effectivement sur ce qu'on appelle nous le premier niveau, qui est finalement quelque part un diagnostic partagé. Donc on est dans le cadre d'un accueil individualisé et personnalisé toujours. Le temps moyen est d'une durée de 2 heures et il s'étale sur 2 mois maximum. C'est 2 mois finalement où il peut y avoir qu'un seul rendez-vous ou plusieurs en fonction du temps de réflexion qui vous sera nécessaire. De là, on va basculer ensuite sur le deuxième niveau de service du conseil en évolution professionnelle. D'abord sur un premier temps de 4 heures qui est un temps effectivement où on va pouvoir vous appuyer à la formalisation de votre projet. Donc, on est bien là pour construire avec vous à partir des données que l'on aura pu recueillir avec vous sur ce diagnostic de premier niveau. Ce temps-là est de 4 heures, c'est encore une fois une durée moyenne, s'étale sur 6 mois maximum. Et au-delà de la formalisation de votre projet, une fois que le projet a été finalement ficelé, on va pouvoir également vous appuyer sur la mise en œuvre de ce projet, voire même pallier vos différents aléas. Vous avez par exemple déposé un dossier dans le cadre d'un projet de transition professionnelle qui n'aurait pas abouti pour X raisons. On est là, effectivement, encore une fois, pour vous appuyer. Donc, on ne vous lâche pas. On est là pour vous accompagner, pour justement trouver finalement le plan B, revoir notre ingénierie financière pour, encore une fois, faire en sorte que votre projet puisse aboutir. Donc, vous voyez que le CEP, finalement, il s'est étalé sur 18 mois. C'est un temps maximum. Maintenant, certaines personnes pourront être sur un accompagnement bien plus rapide, en 1 ou 2, 3 rendez-vous, mais rétrécis sur 3, 4 mois, par exemple. Donc, le CEP, encore une fois, nos conseillers sont vraiment là pour vous appuyer. Ce sont des experts de l'emploi et de la formation sur votre territoire. C'est important de le préciser. Ils connaissent parfaitement l'écosystème. C'est pour ça qu'il serait dommage, en tout cas, de s'en priver. Ce sont des spécialistes des transitions professionnelles et de la gestion de carrière. Ils vous appuient, et je parle beaucoup effectivement de reconversion, de transition professionnelle, notamment vers le secteur du transport et de la logistique, mais finalement, on vous accompagne aussi simplement pour, si vous souhaitez faire le point ou préparer des entretiens professionnels, valider des acquis d'expérience, Thomas Huguel en parlait, notamment dans le cadre de l'évolution ou de la direction vers ces métiers, de développer de nouvelles compétences. Vous souhaitez également démissionner ou préparer la fin d'un contrat pour mieux rebondir. Là aussi, le conseil en évolution professionnelle
s'ouvre à vous en tout cas et est là pour vous accompagner, vous conseiller. Je précise d'ailleurs que dans le cadre du projet d'émission, ce service du CEP, qui est un service gratuit, évidemment non obligatoire, encore une fois, il serait dommage de s'en priver. Dans le cadre du projet d'émission en reconversion, la vraie différence, c'est que là, le CEP est obligatoire. Et je vous invite d'ailleurs, ce qui en soit une très bonne chose, à prendre contact avec votre CEP avant même, évidemment, de donner votre démission, mais surtout avant même d'avoir cette réflexion-là. Finalement, on va pouvoir vous aider à évaluer les autres champs, le champ des possibles. Le CEP, c'est aussi vous accompagner ou accompagner les salariés qui seraient, par exemple, en arrêt maladie en vue de la sécurisation du parcours professionnel. Et ça, nos différents partenaires, notamment, je parlais du réseau Keops et des Cap Emploi, ou même de la GFIP, on est en mesure, effectivement, tout comme avec la CRAMIF, par exemple, ou les CARSAT, vous accompagner, vous co-accompagner en tout cas pour trouver les meilleures solutions qui s'offrent à vous. Et enfin, le CEP, c'est aussi identifier des formations adaptées, mais aussi les financements pour ces formations que l'on aura pu trouver avec vous. Pour nous joindre, nous, le groupement Évolution, sur les 6 régions dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Normandie, Hauts-de-France et Île-de-France, vous avez un numéro vert qui est dédié pour chacune de ces régions, qui apparaît ici à l'écran, que vous pourrez retrouver sur le replay. Il faut savoir qu'on a, pour développer, en tout cas pour promouvoir au maximum le conseil en évolution professionnelle auprès de tous, on a choisi d'avoir des horaires d'ouverture finalement très élargis, en semaine de 9h à 18h, sans coupure. Vous pouvez même venir entre midi et 2 sur une pause déjeuner pendant dans le cadre de votre travail. On est également ouvert le samedi matin pour là aussi vous permettre non pas de courir après le travail, venir nous rencontrer, mais aussi venir de manière plus relâchée le samedi matin. Nos rendez-vous se font évidemment en agence, mais aussi par visioconférence de 9h à 18h. Et on a même prévu effectivement de pouvoir vous accompagner par téléphone de 8h30 à 20h, là encore sur les horaires très élargis, toujours du lundi au vendredi, mais également le samedi matin, pour les personnes, le téléphone par exemple, pour lesquelles ce serait plus pratique ou qui rencontreraient des difficultés pour se connecter ou qui auraient des difficultés de réseau informatique, ce qui m'est arrivé par ailleurs ce matin. Pour prendre rendez-vous, vous avez aussi la possibilité de passer via notre site www.infocep.fr où soit on vous remettra, effectivement, on vous redonnera d'abord évidemment l'ensemble des informations sur le CEP, on vous dirigera vers la bonne région, mais vous pouvez aussi de vous-même prendre rendez-vous, de vous-même choisir une date finalement en vous inscrivant sur la plateforme. Ce sont, je rappelle, des numéros verts, donc forcément gratuits pour ce qui est du conseil en évolution professionnelle. Je vous propose je suis allé un peu vite, d'écouter un témoignage. Alors, au vu du timing, on n'écoutera pas l'ensemble du témoignage, mais une partie de ce témoignage. Mais vous pourrez à nouveau effectivement le réécouter dans son intégralité, le témoignage d'une personne qui s'est orientée vers ce secteur du transport et de la logistique. Alors, il doit y avoir une section, on va avoir un petit problème technique. Nous n'avons pas de son activé. Je vous propose de vous faire suivre de toute façon le lien effectivement de Zora qui témoigne effectivement, qui se positionne précisément sur un métier de la logistique. Vous retrouverez ce témoignage sur le replay et je vous propose effectivement sur les 5 minutes qui nous restent effectivement de revoir les différentes questions qui ont pu nous être posées. Oui, j'en ai vu dans le chat effectivement quelques questions, Mohamed. Je les reprends peut-être dans l'ordre. Hein. On a parlé tout à l'heure de l'accompagnement des collaborateurs. Je t'ai parlé. Ouais, c'est ça. Les métiers qui vont le plus évoluer dans les années à venir, bon, on a les entrepôts, bien évidemment. Aujourd'hui, on se rend compte que sur la préparation de commandes, nos postes évoluent. J'ai parlé d'exosquelettes pour les opérateurs en logistique dans certaines entreprises. On se rend compte qu'on a parfois de plus en plus de préparation de commandes automatisée avec des robots aujourd'hui qui font de la préparation de commandes. Je vais vous donner mais juste pour vous donner un peu l'évolution. Avant, quand vous faisiez un inventaire,
Moi, je me souviens, j'ai fait, quand j'étais jeune étudiant, des inventaires dans la grande distribution, entre guillemets, de ceux qui sont spécialisés dans les articles de sport. Ça commence par D4 et ça finit par long. Et je faisais ça en boulot étudiant pendant mes études. Et alors, il vous comptiez combien de maillots en taille S, de telle couleur, etc. Aujourd'hui, dans les entrepôts, ça se passe plus comme ça. Ils balancent des drones. Et c'est les Oui. drones, vous êtes pilote de drone, et c'est les drones qui vont parcourir les allées et qui vont référencer, en fait, cartographier l'entrepôt et voir tout le nombre de colis qui sont stockés. Et vous avez des inventaires qui sont faits par drone. Ça, c'est des évolutions métiers. Vous avez exactement la même chose sur la route. Aujourd'hui, vous avez des marques automobiles qui commencent à avoir des véhicules autonomes. On va le voir aussi arriver un jour sur les véhicules lourds. Le métier de conducteur ou conductrice, ben, il ne va pas disparaître parce que je pense qu'on aura toujours quelqu'un dans le camion. Mais peut-être on a des pays suédois qui ont des trains routiers, on appelle ça du platooning. C'est en gros, il y a des tests qui sont faits. Vous avez un camion devant, vous avez 8 camions au milieu où il n'y a personne dedans et vous avez un 10e camion à l'arrière où il y a quelqu'un. Et on va dire que les 8 camions qui sont au milieu, finalement, sont pilotés par celui qui est devant et derrière, et c'est ce qu'on appelle des trains routiers. Et donc peut-être qu'on va avoir demain, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas fixer la temporalité, mais des véhicules autonomes ou semi-autonomes sur des grands axes. Alors c'est sûr, quand vous allez livrer en pleine campagne, ce sera peut-être un peu moins vrai. Mais si vous êtes sur l'autoroute A10, l'autoroute A6, ben vous allez peut-être avoir ce type de train routier avec des véhicules semi-autonomes. Je pense qu'on aura encore des conducteurs ou des conductrices dedans, mais finalement, ils vont peut-être avoir des fonctions transversales, plus liées au contact avec le client, plus gérer peut-être de l'administratif dans les véhicules. Aujourd'hui, on dit il faut bien garder les yeux sur la route, mais parce que vous êtes obligé de tenir votre volant et on lutte contre les distracteurs au volant comme les téléphones portables ou autres. Ben peut-être demain, parce que la technologie a évolué, fera que le conducteur, le conductrice, il sera juste là peut-être sur cette fonction de conduite au cas où, mais qui fera peut-être autre chose à côté. Ça, c'est une évolution métier. Et du coup, ça appelle à des compétences qui sont différentes et ça appelle à des recrutements qui sont un peu différents. J'avais une question dans le chat sur la partie recrutement où on me disait est-ce qu'on a besoin, par exemple, de langues Ah étrangères oui, dans le secteur? tout à fait. J'allais dire, si vous faites du régional en transport, non. Si vous commencez à commercer à l'international parce que vous importez des produits de l'étranger, bah, je serais tenté de dire oui. Et bien évidemment, en premier lieu, l'anglais. Hier, pour tout vous dire, j'avais une réunion avec un grand opérateur qui s'appelle Amazon. Les deux recruteurs qui sont chez Amazon étaient en Angleterre. On travaillait avec eux sur leurs besoins là parce qu'ils ont créé des plateformes en France. Les endroits sont encore tenus secrets, mais une plateforme Amazon, c'est 300 recrutements dans un premier temps et c'est 1000 ensuite personnes dans les 3 ans après l'ouverture du site. Et on Ah oui, regardait au niveau des compétences et en réponse à la question que j'ai dans le chat, bah, il me disait, bah, voilà, c'est déjà un premier entretien avec nous à distance, enfin donc avec les gars d'Amazon en Angleterre à distance. Ensuite, c'est un entretien particulier en visio, machin, et ensuite c'est 4 entretiens avec en fonction des métiers pour pouvoir arriver sur voilà. Et on parlait des critères de recrutement, et il disait ben voilà un chief manager qui encadre on va dire des équipes logistiques de 100 personnes, qui est pas donc patron de la plateforme, hein, mais voilà, il encadre 100 personnes, c'est un bac plus 2 et c'est 60 000 euros pour vous dire en débutant à l'année. Ce qui est 60 000 euros quand vous le divisez par 12, ça fait 5 000 euros brut. Ça reste intéressant quand on a qu'un bac plus 2 quelque part. Je suis tout pas à sûr fait. qu'il y ait beaucoup de Tout à secteurs. fait. Voilà, c'est pas vrai partout. Hein. Quand vous êtes conducteur routier, vous êtes plus près des 2000, vous avez vos frais de route, etc. Mais il y a la possibilité, comme il n'y a pas cette inflation de diplôme, dès lors qu'on a, on va dire, l'envie de pouvoir quand même évoluer rapidement. Et du coup, ben, en réponse à la question, ben, les tests et les entretiens, ben, c'est en fonction vraiment des entreprises. Il n'y a pas de schéma type. J'allais dire, dès lors que vous parlez, vous savez écrire le français et que vous avez cette notion un peu de service, ouais, je dirais, il y a des chances. Et puis, vous pouvez évoluer. Vous en avez parlé tout à l'heure, Mohamed. Du coup, les langues étrangères, ben, anglais, mais ça peut être parfois d'autres langues si vous travaillez avec l'Asie ou autre. Et puis, en termes d'aptitude, il y a effectivement quelques permis spéciaux pour se lancer dans le secteur. Quand vous êtes conducteur routier, ben, vous devez avoir le permis voiture, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas passer un permis poids lourd si vous n'avez pas le permis voiture. Donc, le permis voiture d'abord. Et ensuite, soit des formations de permis C, permis CE
et de la FIMO, soit des titres professionnels de conducteur routier marchandises sur porteur ou conducteur routier marchandises sur tout véhicule. Et il y a exactement la même chose en voyageur, conducteur routier marchandises, surtout en transport de conducteur routier voyageur, donc transport en commun. Et ce sont des formations, pour tout vous dire, qui font à peu près 3 mois. Et qui peuvent être cofinancés par les partenaires. Il peut y avoir parfois le CPF qui peut aussi servir à ça, mais il y a parfois la puissance publique au travers des pôles emploi, au travers des conseils régionaux qui peuvent prendre en charge ce type de formation si on est sous un statut de demandeur d'emploi, voire des contrats de professionnalisation en partenariat avec les entreprises, voire des contrats d'apprentissage. Il y a différentes quand même solutions qui existent aujourd'hui. Et en logistique, pour répondre à la question, pour conduire un chariot élévateur, il y a un autre petit permis, ça s'appelle un CACES. Il y a différents CACES en fonction de la conduite du chariot, mais c'est des petites formations d'une semaine. Donc, si vous voulez conduire un chariot, une formation d'une semaine peut suffire. Mais je serais tenté de dire, ça vous apprend à conduire, mais ça vous apprend pas toute la partie logistique. Mais si vous avez envie d'aller en logistique, regardez sur le site www.choisis-tonavenir.com, mais vous avez là aussi des titres professionnels de préparateur de commandes. Ça se fait en 2 mois. Là, vous allez apprendre à gérer les stocks, à réceptionner, à faire de la préparation de commandes, à faire de la palettisation, à gérer les petits stocks sur ordinateur, à faire des sorties de stock. Vous avez la même chose des titres professionnels de cariste d'entrepôt. Là aussi, ça se fait en 2 mois. Vous avez des formations de technicien en logistique d'entreposage. C'est un niveau bac. Et là, c'est des formations qui font 6 mois avec le stage en entreprise. Et puis après, vous avez des formations de bac+2 ou de bac+4. Je pense au titre professionnel de technicien supérieur en méthode et exploitation logistique qui se fait en 9 mois, ou le bac+4, donc bac+2 pour le TESMEL et bac+4 pour le REL, responsable en logistique, qui lui se fait aussi en 9 mois. Alors si vous faites cette formation de 9 mois en alternance, ça va plutôt durer 2 ans, et vous allez alterner 1 semaine en centre de formation, et ensuite 1 à 2 semaines en entreprise, et vous alternez comme ça tout au long de l'année. Quand vous êtes plutôt sur les formations de conducteur routier, l'alternance finalement elle est un peu différente, parce que tant que vous n'avez pas vos permis, vous ne pouvez pas rouler, et donc les contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage se font par exemple la formation de 3 mois dès le début, on fait toute la formation, et ensuite 6 mois en entreprise avec objectif CDI à la clé, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la branche transport, 95% des emplois sont en CDI, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. Tout à fait, effectivement, extrêmement important. Et c'est vrai que c'est extrêmement riche, mais vous retrouvez effectivement l'ensemble de ces éléments sur même également effectivement le site www.aft-dev.com. Merci beaucoup. Il est temps de conclure pour nous. Merci à tous pour votre écoute, votre participation. Merci beaucoup à Thomas pour sa présentation extrêmement riche. Merci à vous. Et je sens bien qu'on aurait pu tenir 1 heure de plus, mais on retrouve l'ensemble des éléments. Nos équipes sur le terrain, voilà. Nos équipes sont sur le terrain, sont là aussi. Voilà, si vous avez des questions pour les plus particulières, les contacter, vous aurez toutes les coordonnées. Il n'y a pas de souci, on est vraiment à votre service. Je dis, on n'est pas là pour faire rêver, mais se dire juste une petite étincelle dans la tête. Tiens, finalement, pourquoi pas moi, et on a des belles réussites dans nos métiers. Voilà. Exactement. Et vous retrouvez d'ailleurs le replay de ce webinaire sur les différents sites, notamment également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, merci à tous, merci Thomas, et je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt, merci à vous, merci pour votre confiance. Au revoir. Au revoir.